Les leçons à tirer de la souffrance. Tout comme il y a des émotions dont nous souhaitons faire l'expérience parce qu'elles nous procurent du plaisir, c'est justement la raison pour laquelle nous les recherchons, il y a une série d'émotions que nous cherchons absolument à éviter. Au début de ma carrière, alors que je mettais sur pied ma première entreprise, j'ai connu énormément de frustration car je devais passer beaucoup de temps en déplacement tout en essayant, tant bien que mal, d'administrer mes affaires. À une certaine époque, je me suis rendu compte qu'une personne qui me représentait n'avait pas été très honnête. Lorsque vous devez, comme moi, faire affaire avec des centaines de milliers de personnes et conclure des centaines de contrats, la logique veut que quelqu'un tente de vous tromper. Malheureusement, on se souvient mieux de ces personnes que des centaines et même des milliers de relations professionnelles qui ont dépassé nos attentes. Suite à l'une de ces situations douloureuses, j'ai dû chercher un nouveau PDG, un homme qui pourrait vraiment administrer ma société. Fort d'un nouvel outil qui me permettait de mettre à jour les valeurs d'une personne, j'ai demandé à tous les candidats potentiels ce qui comptait le plus dans leur vie. Certains m'ont répondu le succès, d'autres la réalisation de soi et d'autres encore être le meilleur. Enfin, un homme a utilisé le mot magique, celui que j'attendais, l'honnêteté. Je ne l'ai pas cru sur parole et j'ai vérifié auprès de plusieurs personnes avec lesquelles il avait travaillé. Toutes m'ont affirmé qu'il était l'honnêteté même et qu'il lui était arrivé de sacrifier ses propres ambitions si elles mettaient son intégrité en question. J'en ai conclu qu'il était le genre d'homme dont j'avais besoin pour me représenter. Il a d'ailleurs fait un excellent travail. Par la suite, il était manifeste que nous avions besoin d'un autre associé pour bien administrer mes affaires, car celles-ci prenaient rapidement de l'expansion. Il nous fallait quelqu'un qui avait des compétences différentes. Mon PDG a recommandé quelqu'un qui, à son avis, serait le partenaire idéal pour administrer mon organisation. J'étais ravi. J'ai rencontré cet homme, que j'appellerai Monsieur Smith. J'ai changé les noms pour protéger des personnes qui ne sont pas entièrement innocentes. Monsieur Smith a fait un excellent exposé en me montrant comment il pourrait se servir de toutes les compétences qu'il avait acquises au cours des années pour gérer la croissance de mon entreprise. Cela me permettrait de consacrer plus de temps à mes séminaires et d'atteindre un auditoire encore plus étendu sans être constamment en déplacement. À cette époque, je passais 150 jours par an loin de chez moi pour donner mes séminaires. De plus, M. Smith n'exigeait aucun honoraire avant d'avoir obtenu des résultats. C'était trop beau pour être vrai. J'ai donné mon assentiment à cet arrangement et M. Smith et mon honnête PDG ont assuré ensemble la gestion de mon entreprise. 1 an et demi plus tard, j'ai ouvert les yeux et j'ai découvert que c'était vraiment trop beau pour être vrai. Mes séminaires étaient effectivement plus populaires, mais je passais maintenant 207 jours par an en déplacement. Mes compétences et mon influence avaient augmenté, j'avais aidé un plus grand nombre de personnes que je ne l'avais jamais fait, mais on m'informait tout à coup que je me retrouvais avec 758 000 $ de dettes après avoir travaillé comme jamais auparavant. Comment était-ce possible ? On dit souvent que l'administration est la pierre angulaire d'une entreprise. Il en est de même dans la vie personnelle. Il était certain que je n'avais pas les administrateurs qu'il me fallait. Pire encore, au cours de cette période de 18 mois, M. Smith avait détourné plus d'1/4 de million de dollars de nos coffres. Il avait une nouvelle maison et une voiture neuve. Je pensais qu'il s'était procuré ses biens en faisant d'autres affaires. J'ai vite déchanté. Si je vous disais que cette expérience m'a foudroyé et m'a rendu furieux, j'utiliserais le vocabulaire transformationnel pour diminuer l'intensité de mes sentiments. Les métaphores que j'ai employées pendant cette période étaient « on m'a planté un poignard dans le dos » et « il a essayé d'assassiner mon nouveau-né ». C'est tout dire sur l'intensité de mes émotions. Mais ce qui m'intriguait le plus dans toute cette histoire était l'attitude de mon honnête PDG. Pourquoi ne m'avait-il pas prévenu ? Il était au courant de ce qui se passait. C'est alors que je me suis rendu compte que les gens ne cherchent pas uniquement le plaisir, ils cherchent aussi à éviter la souffrance. Mon honnête PDG avait essayé de me dire qu'il avait des inquiétudes au sujet de son associé. Il m'avait abordé alors que je rentrais d'une tournée de 3 mois. Immédiatement après mon retour, il m'avait dit qu'il s'interrogeait sur l'intégrité de M. Smith. Cela m'a tout de suite inquiété et je lui ai demandé la raison de ses craintes. Il m'a répondu « Lorsque nous avons emménagé dans nos nouveaux locaux, il a choisi le plus grand bureau. » Cela m'a paru tellement mesquin que je me suis emporté et lui ai dit « Écoutez, c'est vous qui l'avez introduit dans l'entreprise, arrangez-vous avec lui. » Et je suis parti. J'aurais dû me rendre compte que j'avais blessé cet homme alors qu'il tentait de m'informer de quelque chose. J'étais trop fatigué et trop stressé pour évaluer correctement le sens de ce qu'il me disait. Pire encore, lorsque mon honnête PDG m'a abordé une deuxième fois pour parler de ce problème, je lui ai répondu qu'il serait plus honnête de sa part d'en parler avec M. Smith
plutôt que de m'embêter avec cela. Je suis même allé dans le bureau de son associé et lui ai dit « Il me dit toutes sortes de choses à votre sujet. Réglez vos problèmes entre vous. » Imaginez combien M. Smith l'a fait souffrir. En réfléchissant à cette expérience, je comprends pourquoi il ne s'est pas exprimé clairement. Avouez la dure vérité. Le fait qu'il avait introduit dans l'entreprise un homme qui avait détourné plus d'$250 000 était plus douloureux pour lui que d'attendre et d'essayer de résoudre le problème plus tard. Je me suis rendu compte beaucoup trop tard que tous les problèmes que j'ai eus avec ce PDG se sont produits lorsqu'il s'est soustrait à ses obligations pour la simple raison qu'il voulait éviter la confrontation. Celle-ci lui faisait horreur. Bien que l'honnêteté ait été très importante pour lui, il cherchait davantage à éviter toute forme de confrontation. Il n'a pas communiqué avec moi et se justifiait du fait qu'il était honnête malgré tout, car je ne lui avais jamais demandé si M. Smith détournait des fonds. Si je lui avais demandé, il me l'aurait dit. Bien que cette situation m'ait rendu furieux et eu de graves conséquences financières et émotionnelles, elle m'a appris l'une des plus grandes leçons de ma vie. En effet, elle m'a fourni l'un des derniers éléments du comportement humain. Grâce à cette intuition au sujet des deux pôles du plaisir et de la douleur, j'ai pu influencer positivement non seulement ma famille et moi-même, mais aussi de nombreuses personnes partout dans le monde. Les valeurs à éviter. N'oublions pas que chaque fois que nous prenons une décision quelconque, notre cerveau évalue d'abord si celle-ci entraînera un état agréable ou douloureux. Le cerveau pèse constamment le pour et le contre d'une décision pour en évaluer l'impact, conformément à notre échelle de valeur. En sachant que l'émotion que vous cherchez le plus à éviter est la peur, si je vous demandais par exemple de faire du parachutisme avec un saut en chute libre, il est sûr que vous n'accéderiez pas à ma demande, n'est-ce pas? De plus, si vous voulez avant tout éviter d'être rejeté et que vous êtes convaincu que je vous rejetterai si vous ne sautez pas, il est possible que vous décidiez de sauter d'un avion malgré votre frayeur. L'intensité relative de la douleur que nous associons à certaines émotions influence toutes nos décisions. Quelles sont les émotions que vous cherchez à éviter à tout prix? Lorsque je pose cette question dans le cadre de mes séminaires, les gens dressent une liste qui ressemble à ceci. Le rejet, la colère, la frustration, la solitude, la dépression, l'échec, l'humiliation, la culpabilité. N'est-il pas vrai que ces émotions sont des états que vous désirez éviter? Bien sûr, car ils sont douloureux. N'est-ce pas vrai aussi que, bien que vous cherchiez à éviter toutes ces émotions, certaines sont plus douloureuses que d'autres? Vous possédez donc une hiérarchie de valeurs à éviter. Laquelle des valeurs de la liste précédente souhaitez-vous le plus éviter? Le rejet, la dépression, l'humiliation? La réponse à cette question déterminera votre comportement dans presque toutes les situations. Avant de poursuivre votre lecture, prenez un moment pour dresser, par ordre décroissant, la liste des émotions que vous cherchez le plus à éviter. Inscrivez-les dans les espaces réservés à cette fin. J'espère que nous saurons construire une université dont notre équipe de football pourra être fière. Université d'Oklahoma. Que peut-on en déduire lorsqu'on examine votre liste? Par exemple, si l'humiliation figure en tête de votre liste des émotions à éviter, on peut en déduire que vous cherchez à vous soustraire de toute situation où on pourrait vous juger sévèrement. Si c'est la solitude qui vous fait peur, vous serez porté à être une personne chaleureuse, généreuse et aimante afin d'être entouré de nombreux amis reconnaissants. La source de l'autodestruction, les conflits de valeurs. Examinons maintenant la dynamique qui sous-tend votre hiérarchie de valeurs. Supposons que vous ayez mis le succès en tête de votre liste des valeurs à rechercher et le rejet en tête de celle des valeurs à éviter. Voyez-vous le conflit que cette hiérarchie pourrait faire surgir en vous? Je suis la preuve vivante qu'une personne qui recherche le succès sans jamais faire l'expérience du rejet ne saurait réussir à long terme. En fait, une telle personne se détruirait avant d'avoir réussi. Comment puis-je en être aussi sûr? N'oubliez pas le principe fondamental dont j'ai souvent parlé dans cet ouvrage. Les gens mettent plus d'efforts à éviter la douleur qu'à rechercher le plaisir. Pour atteindre le succès, ne devez-vous pas être prêt à risquer le rejet? Ne devez-vous pas être disposé à en faire l'expérience? N'est-il pas vrai que, même si vous êtes une personne honnête et sincère, qui se donne corps et âme aux autres, il y aura toujours des gens pour mal interpréter vos gestes et vous juger sans vous connaître? Que vous désiriez être écrivain, chanteur, conférencier ou homme d'affaires, il est toujours possible qu'on vous rejette. Or, votre cerveau sait que pour atteindre le succès,
vous devez être prêt à risquer le rejet. Mais comme vous avez déjà décidé que le rejet est extrêmement douloureux, il est possible que vous décidiez que le plaisir causé par le succès ne fait pas le poids et que vous adoptiez alors un comportement qui mine vos chances de succès. Il m'arrive souvent de voir des gens faire d'immenses progrès pour reculer au dernier moment. D'autres diront ou feront des choses qui gâchent le succès personnel, émotionnel ou physique qu'ils recherchent. Il s'agit invariablement de personnes qui ont de sérieux conflits de valeurs. Une partie de leur cerveau les encourage à foncer, tandis qu'une autre les retient en disant « Si tu le fais, tu risques de te faire très mal ». Elles font 2 pas en avant et 1 pas en arrière. En 1988, pendant la campagne présidentielle, j'ai baptisé ce principe le syndrome Gary Hart. Voilà un homme bien, qui semblait se préoccuper vraiment des gens et de la société, mais dont les conflits de valeurs ont été exposés au grand jour. Gary Hart était-il si mauvais? Je ne le pense pas. C'était une personne qui vivait un énorme conflit intérieur. Il avait grandi au sein d'une église où on considérait même la danse comme un péché. Simultanément, il était exposé à des modèles comme Warren Beatty. Ses désirs conflictuels ont certainement joué un rôle dans l'effondrement de sa carrière politique. Pensez-vous qu'un homme aussi intelligent que Gary Hart semblait l'être aurait dit aux médias « Si vous avez des questions à poser à mon sujet, suivez-moi » pour aller ensuite immédiatement chez sa maîtresse? On ne peut que supposer qu'il s'agit là du seul moyen qu'a trouvé son cerveau pour se sortir d'une situation où il devait suivre des règles qui n'étaient pas les siennes. Vous pouvez m'accuser de faire de la psychologie facile, mais n'est-il pas vrai qu'une personne déchirée par des désirs opposés n'arrive jamais à servir de maître? L'un d'eux doit être sacrifié. Nous ferons, consciemment ou inconsciemment, tout ce qui sera nécessaire pour éviter de ressentir les douleurs les plus intenses. De nombreuses personnalités ont fait l'expérience de ces douloureux conflits de valeurs. Au lieu de les juger, cependant, il est préférable de prendre conscience que nous portons tous en nous ce genre de conflit. Pourquoi? Simplement parce que nous ne nous sommes pas dotés d'un système d'éthique personnel. Nous avons laissé notre entourage nous façonner, mais il est toujours temps de changer. Comment? En suivant une méthode en 2 étapes. Première étape, prenez conscience de vos valeurs actuelles afin de mieux comprendre pourquoi vous agissez de la façon dont vous le faites. Quels sont les états émotionnels que vous recherchez et quels sont ceux que vous cherchez à éviter? En comparant vos 2 listes, vous arriverez à comprendre la force qui façonne votre présent et votre avenir. Deuxième étape, vous pouvez choisir consciemment les valeurs selon lesquelles vous souhaitez vivre de manière à façonner la qualité de vie et la destinée à laquelle vous aspirez et que vous méritez. Comment découvrir quelles sont vos valeurs actuelles? Commençons sans tarder. Vous avez déjà dressé des listes de valeurs à partir de celles que je vous ai fournies. Il suffit simplement de recommencer avec vos propres listes. Tout ce que vous avez à faire est de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi dans la vie? Faites votre propre brainstorming pour trouver la réponse à cette question. Est-ce la paix de l'esprit, l'influence, l'amour? Placez maintenant vos valeurs par ordre d'importance. Prenez un moment pour faire tout de suite cet exercice. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi dans la vie? Lorsque j'ai énuméré pour la première fois mes valeurs à rechercher, voici la liste que j'ai obtenue et l'ordre dans lequel j'ai placé mes valeurs. Mon ancienne liste des valeurs à rechercher. La passion, l'amour, la liberté, la contribution, la capacité, la croissance personnelle, la réalisation ou réussite, le bonheur, le plaisir, la santé, la créativité. En examinant ma liste, j'ai compris pourquoi j'agissais comme je le faisais. J'étais un homme très vif. On me qualifiait même d'explosif. Je considérais cela comme ma passion. Mon amour pour ma famille et mes amis, ainsi que mon désir de transmettre cet amour par l'intermédiaire de mes séminaires, était incontestable. Je souhaitais libérer les gens et je pensais qu'en libérant les gens autour de moi et en contribuant à quelque chose dans leur vie, j'aurais la capacité de faire presque n'importe quoi. J'assurais ma croissance personnelle et ma réussite, j'y trouverais du plaisir, je serais en bonne santé et j'exprimerais ma créativité. Ma liste de valeurs m'a aidé à rester dans le droit chemin et à vivre conformément avec ce qui me tenait le plus à cœur dans la vie. Pendant des années, j'ai eu le sentiment de vivre de manière conséquente.
Mais j'ai un jour appris à faire une autre distinction qui devait transformer à jamais la qualité de ma vie. Modifiez vos valeurs et vous changerez votre vie. Après mon expérience avec l'infâme M. Smith, je suis allé aux Fidji pour me reposer. J'avais besoin de retrouver mon équilibre émotionnel et de prendre un peu de recul. Il fallait aussi que je décide ce que j'allais faire pour retourner la situation. Le premier soir, avant de m'endormir, je me suis posé une question très importante. Au lieu de me demander pourquoi tout cela m'arrivait, je me suis interrogé sur la source de tout comportement humain. Qu'est-ce qui pousse les gens à agir comme ils le font? Lorsque je me suis réveillé le lendemain matin à 8 heures, j'avais la tête pleine d'idées. Je me suis précipité sur mon journal et j'ai commencé à écrire sans interruption, confortablement installé dans le pavillon principal. Des gens sont entrés et sortis toute la journée, tandis que, de 8h à 18h30, j'ai écrit sans arrêt. J'avais mal aux bras et mes doigts étaient engourdis. Je ne faisais pas que penser calmement avant d'écrire. Mes idées explosaient littéralement dans mon esprit. C'est de cet irrépressible flot d'idées que j'ai tiré Destiny Technologies et une bonne partie de la science du conditionnement neuroassociatif. Cependant, quand j'ai essayé de relire mes notes, je n'y suis pas arrivé. Mais les idées et les sentiments étaient ancrés en moi. Je me suis immédiatement rendu compte de l'importance de ce que j'avais mis au point. Un programme qui pouvait aider les gens à transformer les priorités de leur système nerveux, un moyen d'orienter le processus dont ils se servent pour prendre toutes les décisions qui déterminent leur façon de penser, comment ressentir les choses et que faire dans presque tous les domaines de leur vie. J'ai commencé à réfléchir à ce qui se produirait si je pouvais amener les gens à choisir ou à réorienter consciemment l'ordre et le contenu de leur système de valeurs, au lieu de simplement leur apprendre à connaître et à clarifier ce système. Imaginons une personne dont la valeur la plus importante est la sécurité et la 15e valeur, l'aventure. Qu'arriverait-il si je réussissais à lui faire inverser cet ordre, non seulement intellectuellement, mais de façon que l'aventure devienne la plus grande priorité de son système nerveux? Quel genre de changement cela produirait-il dans sa vie? Un changement mineur ou important? La réponse est indéniable. Cette transformation changerait la façon dont cette personne pense, ressent les choses et agit, et ce, dans presque tous les domaines de sa vie. Je ne pouvais imaginer de changement plus profond dans la vie d'une personne. En fait, ce changement peut se comparer à l'expérience qui a transformé Saül en Paul sur le chemin de Damas. C'est-à-dire qu'on observe un renversement de toutes les valeurs, de sorte que les choses détestées deviennent les plus aimées et vice-versa. Cela était-il possible? J'ai décidé que j'étais, de toute évidence, le meilleur cobaye pour tester ma théorie. J'ai donc commencé à examiner ma liste de valeurs. Au début, je me suis dit, mes valeurs sont très bien comme elles sont. J'en suis parfaitement satisfait. Après tout, elles sont le reflet de ce que je suis. Mais je devais constamment me rappeler que nous ne sommes pas nos valeurs. Nous représentons plus que nos valeurs. Ces valeurs ne sont pas le résultat d'un choix intelligent et d'un plan directeur. La seule chose que j'avais réussi à accomplir jusqu'alors était d'avoir découvert les priorités qu'on m'avait imposées dans la vie. J'avais consciemment choisi de vivre selon le principe du plaisir et de la douleur qu'on avait programmé en moi. Cependant, si je voulais vraiment prendre ma vie en main, si je souhaitais créer un nouvel ensemble de valeurs qui façonnerait ma destinée ultime, que serait ce nouvel ensemble?